Bienvenue à tout le monde à cette table ronde sur le titre duquel nous n'arrivons pas tout à fait à nous accorder toutes les quatre, parce qu'on ne se souvient pas exactement. On va parler d'un sujet originel, biblique presque. On va parler de la mère, du lien dans l'enfant, de la transmission, on va parler d'éducation, on va parler aussi un peu d'utopie quelque part. Et pour ce faire, j'ai avec moi Audrey Plenay, autrice de science-fiction, et mère d'une mère assez particulière dans un roman que je vous conseille, qui s'appelle un roman court dans la collection Une heure lumière au Bélial, qui s'appelle Rossignol, qui était là hier à la librairie de la manifestation, mais que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. À ses côtés, Anne-Marie Garnier, en pleine forme, psychiatre, qui a plutôt été au cœur du trouble de la relation et de la situation de l'enfant et de sa mère dans la société. Et Meriem Belghit, immunologiste à Pasteur Tunis. Et elle est plutôt à l'intérieur du problème. Oui, j'essaie, en tout cas. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe spécialement de la maternité. C'est un thème qu'on retrouve assez fréquemment en science-fiction. La science-fiction adore traficoter la maternité pour la sortir de ce qu'on croit être une évidence biologique et en faire un terrain d'expérimentation à la fois politique, intime et franchement dérangeant parfois. Elle a imaginé des utérus artificiels, des grossesses externalisées, des parentalités collectives, des filiations choisies plutôt que subies. Elle a surtout pris ce qu'on pense aller ensemble, porter un enfant, le mettre au monde, l'élever, l'aimer, mais pas toujours. Et elle a tout mis à plat pour voir ce que ça donne. Dans le meilleur des mondes de Huxley, plus de mère du tout. La reproduction est industrialisée. Dans La Servante écarlate de Margaret Atwood, par exemple, au contraire, le corps des femmes est réduit à ça, pondre des enfants. On retrouve ça aussi dans Dune, curieusement, chez le Bennett Lelax, qui, eux, ont carrément éliminé la part féminine de leur groupe. Ils n'ont plus que, certes, des corps de femmes, mais ils les appellent des cuves, quand même. Hein. C'est assez lourd. Donc, dans La Servante écarlate, elles pondent des enfants pour le compte d'autres femmes qui les élèveront. Chez Ursula Le Guin, avec Les Dépossédés ou La main gauche de la nuit, les rôles de genre et de parentalité sont complètement redistribués. Et avec Xénogénésis de Octavia Butler, on va encore plus loin, avec des formes de reproduction et de filiation qui explosent totalement nos repères humains. Bref, la science-fiction ne fait pas que fantasmer des technologies ou pousser des curseurs de celles qu'on a déjà plus loin. Elle met le doigt là où ça fait mal, en posant des questions qui sont en apparence assez simples, mais qui deviennent vertigineuses. C'est quoi une mère? Un corps, une fonction, un lien. Et si on déboulonne tout ça, qu'est-ce qui reste? Ce qui est intéressant, c'est que la science pose aussi ces questions-là, d'une autre façon. La psychologie et la pédopsychiatrie examinent la construction du lien, sa fragilisation, sa réparation parfois. Enfin, ils espèrent. Et même sa destruction, ça, ils n'espèrent pas, normalement. Loin des modèles idéalisés. L'épigénétique brouille les pistes entre biologie et vécu, entre histoire individuelle et familiale, en montrant ce qu'on traverse, que ce qu'on traverse pourrait laisser des traces transmissibles à la descendance, sans que tout soit écrit d'avance pour autant. Et puis, il y a tout ce que les politiques publiques tentent de faire autour de ça. Soutenir, encadrer, normaliser, avec des effets, on va dire, pas toujours positifs. Et c'est là que cette table ronde devient vraiment intéressante, avec Audrey Plenay, dont, par exemple, Rossignol, dont on a parlé, fait un peu écho, selon moi, à Xénogénésis, mais en moins frontal, en moins biologique et en beaucoup plus politique, dans la façon dont les liens se construisent. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore Xénogénésis, j'adore Rossignol.
C'est juste qu'elle ne traite pas... Elle traite le même sujet, mais pas de la même façon, et pas sous le même angle. On a ce laboratoire d'idées qu'est la science-fiction qui permet d'oser des hypothèses radicales. Donc. Avec Myriam Belghit, on ancre ça donc dans des réalités biologiques complexes, loin des fantasmes, et avec Anne-Marie Garnier, on revient au concret, aux histoires singulières et parfois terribles, aux enfants, aux mères et à ce qui se joue vraiment. Donc l'idée ici, ce n'est pas de dire ce que c'est qu'une bonne mère, ou une bonne maternité. C'est d'ouvrir le jeu, déplacer ce qui a déplacé, et surtout les évidences, et de voir comment on peut mieux comprendre et peut-être mieux accompagner ce lien-là. Et alors là, je vais poser la question bateau, tellement bateau qu'elle est transatlantique. Alors, mesdames, votre mère de fiction préférée, et pourquoi? Il vaut mieux prendre un micro pour hésiter. Alors, on a eu 5 minutes. Hein. C'est pas tout à fait juste. Pour cette question-là, elles ont eu 5 minutes. Pour cette question-là. Mais alors, il y en a 2 qui sont venues. Il y en a une, et c'est vraiment pas de la flagornerie, c'est effectivement la mère de Rossignol. L'héroïne de Rossignol, il y a un passage très bouleversant à la fin où elle décrit cette espèce d'armure qu'elle construit pour son enfant, qu'elle a reçue de sa mère et dont elle se dépossède en la créant pour l'enfant, pour lui créer une enveloppe de sécurité qui fera qu'il pourra affronter le monde. Et c'était vraiment bouleversant. Mais l'autre qui est venu pour des raisons aussi de relation mère-fille, c'est Déborah Lévy, qui parle de sa maternité d'autrice, qui cavale pour gagner de l'argent, qui essaye de s'isoler pour écrire, que ses filles regardent d'un œil un peu désolé, parcourir le monde, trouver des amants et tomber amoureuse d'une maison. Et c'est une mère très... à la fois très fantasque et très réaliste, et puis c'est ma fille qui m'a conseillé le livre. Voilà. Alors déjà merci beaucoup d'avoir cité mon personnage de Rossignol. Alors moi j'en ai aussi plusieurs si je peux. Tout d'abord il y a Dame Jessica dans Dune le livre, pas Dune le film, parce que je trouve que dans l'adaptation de Villeneuve, comment ? Les films. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai moins aimé sa représentation dans le film de Villeneuve par rapport à ce que j'avais vu d'elle dans le livre, parce que déjà ce qu'elle a. Je vais pas spoiler Dune. Vous avez tous vu Dune, de toute façon, lu Dune. Mais il devrait, c'est comme spoiler. Il devrait, mais en fait, je vais spoiler avec bonheur, en fait, parce que ceux qui l'ont pas lu, ils auraient dû. C'est un personnage qui, effectivement, par amour du duc Leto, va avoir un garçon alors qu'on lui avait demandé d'avoir une fille, donc elle va à l'encontre de toute son éducation. Elle sait ce qui attend son fils, mais elle accepte aussi en essayant de l'accompagner, être à ses côtés. Puis elle a quand même aussi son propre arc narratif. Elle devient même plus que ce qu'elle était au début, donc ça, voilà, il y a des choses. Elle a aussi Alia. Enfin, il y a vraiment beaucoup de facettes à ce personnage qui sont vraiment. Elle est vraiment dans les intrigues. Elle est pas à côté. Enfin, donc c'est vraiment un personnage qui m'avait beaucoup marqué. Toutes les mères de Bethany, de Chronique du pays des mères aussi, d'Elisabeth von Harburg, que vous avez toutes lues, parce que là franchement c'est presque autant un scandale si vous l'avez pas lu que de pas avoir lu Dune. Donc là il y a un côté en plus très matriarcal, donc c'est des mères qui s'élèvent à un niveau politique de la maternité, qui deviennent vraiment les mères de cette humanité qui a survécu dans un futur qui a quand même eu plusieurs apocalypses en passant. Et autant, j'aimerais beaucoup dire que je suis comme une des mères de Bethany ou comme Dame Jessica, mais en fait, je pense que de plus en plus, je me rapproche de Loïs dans Malcolm. Voilà, on a les mêmes rêves. Avec voilà une mère qui paraît un peu tyrannique envers ses enfants, un peu toute puissante, mais qui a aussi des faiblesses et qui essaye surtout de préparer ses enfants à la réalité du monde qui les attend, quoi.
Alors, moi, de mon côté, je ne vais pas parler de science-fiction, donc de mère science-fiction. C'était autorisé. Désolée. Non, c'est je vais rester très simple. Donc, moi, un livre qui m'a beaucoup touchée, c'était donc, le livre d'Albert Cohen, quand il parle de sa mère. Et c'est très simple, c'est cette affection que sa mère lui a donnée toute sa vie et qui se rend compte à la fin. Donc, en fait, et c'est tout ce don de la mère qui ressort dans ce livre que vraiment j'aime énormément, que j'aime relire. J'aime relire aussi tous les livres qui en parlent. Donc, voilà, moi, je suis restée très... on va dire, pas science-fiction du tout, je suis désolée. Non, mais c'est autorisé. On a le droit de ne pas lire de science-fiction, si. C'est curieux, mais on a le droit. Alors, justement, tu parles de cet amour de la mère qui te touche particulièrement. Du coup, ça va directement dans la question suivante. Qu'est-ce que c'est, une mère? Allez, vous avez 3 heures. Non, vous n'avez pas 3 heures, vous avez 49 minutes. Vraiment, ne prétendons pas à l'exhaustivité de nos lieux. Alors, je vais rajouter, voilà. Parenthèse, pour vous. Mais la mère, c'est un absolu. C'est vraiment... c'est une personne à l'intérieur de laquelle on a passé 9 mois. C'est inconcevable, on n'en a pas de souvenir, mais c'est un truc quand même. Et ensuite... les petits humains naissent extrêmement prématurés et ont besoin de soins interminables pour devenir, même pas autonomes, mais pour avoir besoin de moins de soins ensuite. Et donc, ils ont besoin d'une très longue et très patiente et très proche éducation, sinon ils ne survivent pas. Et donc, voilà, on a une espèce où il y a 2 genres. Il y en a un qui a la fonction reproductrice et l'autre qui n'en a qu'une petite partie finalement. Il y aurait pu y avoir 2 voies. Il y aurait pu y avoir la voie où celle qui se coltine tout ça est révérée et aidée. Et puis la voie qui advient plutôt, c'est bon, tiens, tant que tu y es, continue. Et donc, de fait... Mais est-ce une bonne chose? C'est effectivement cet absolu continue dans le temps, c'est-à-dire que la mère, puisqu'on ne fabrique pas encore d'enfants sans utérus, reste celle qui est le pilier d'attachement, qui est la relation mère-enfant et la relation où on apprend tous les méta-apprentissages, c'est-à-dire des apprentissages de l'apprentissage, des apprentissages de qu'est-ce que c'est qu'une relation, comment on est au monde, et donc c'est une relation très fondatrice. Après, peut-être que déconstruire cet absolu, ça ferait du bien à tout le monde. Peut-être on va s'y employer. Donc, oui, enfin, je rejoins ce que vous avez dit par rapport au fait que oui, la mère, c'est celle qui donc protège, c'est celle qui va nous porter pendant 9 mois. Et en effet, quand on parle de relation entre mère et l'enfant, c'est une relation, oui, sociale, mais c'est aussi une relation biologique. C'est un lien biologique qui est très fort, qui se fait déjà in utero, ensuite à l'accouchement, et après donc les liens qui vont se faire via donc l'éducation et les rapports qu'il va y avoir entre la mère et son enfant. Donc c'est vrai que il y a une responsabilité, une forte responsabilité qui va y avoir pour donc la mère. Et comme, enfin, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, mais cette culpabilisation qu'il peut y avoir aussi derrière ce que vit une mère quand elle est enceinte et ensuite tout ce qui suit. En tout cas, si je dois parler de liens ici et de ce qui se transmet, de liens d'échange entre la mère et son enfant, c'est en biologie, donc on nous apprend que c'est un échange qui est cellulaire aussi, qui est neurologique, et c'est un échange dans les 2 sens. Chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que le rôle de la mère, il est là pour, en tant que bienveillante, et c'est elle qui joue tous les rôles, mais l'enfant aussi donne de soi à la mère. Donc ça, c'est aussi très très important. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette relation, c'est cette évolution qu'il y a entre les deux. Ça veut dire que c'est une relation, un échange, une connexion qui évolue tout au long de la vie. Donc c'est pas juste la maman qui va jouer un rôle d'adaptation, l'enfant aussi doit, au fil des années, s'adapter à
à ce qui se passe, à l'environnement, à la maman, pour que ce lien reste fort jusqu'à la fin. C'est ce que je pense. Pardon. T'as fini ? Pendant la préparation de cette table ronde, tu avais évoqué notamment un échange particulier entre l'enfant et sa mère in utero. Tout à fait. J'aimerais bien que tu nous en reparles, si parce que c'est vraiment passionnant, et tu vas voir que pour nous, les autrices, c'est juste... Oui, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose là-dedans qu'on pourrait choper. Oui, alors en fait, c'est ça. Ça veut dire que le lien biologique se fait surtout in utero, donc quand le bébé est dans le ventre de sa maman. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un échange de cellules. C'est-à-dire que les cellules du fœtus vont retourner donc vers la maman et vice versa. Et c'est ce qu'on appelle le microchimérisme. Donc ces cellules, en fait, il a été prouvé que ces cellules vont pouvoir se régénérer. Donc elles vont retourner dans la moelle osseuse, dans certains organes. Il a même été décrit des cas où des femmes enceintes ont guéri de problèmes cardiaques. Donc c'est la première expérience qui a été réalisée dans ce sens. Donc c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'on garde en fait en nous des cellules de nos enfants, quoi. C'est-à-dire que quand on a eu un premier enfant, on a gardé les cellules de cet enfant, ensuite, etc. Ce qui veut dire qu'on a aussi en nous les cellules de nos tantes, d'autres générations. C'est vrai que je trouve ça assez merveilleux, mais donc voilà. Alors moi, j'ai écrit un roman basé sur ça. Voilà. Ça s'appelle Syntonia, qui est paru au Bélial. On est en septembre 25, donc juste là. Alors super, parce que moi j'avais été extrêmement touchée par la beauté de cet échange de cellules où on dit que dans 20-30 ans on trouvera encore en moi les cellules de mes enfants et en eux des cellules à moi, qu'effectivement on peut même retrouver la fratrie entière en fait. Donc c'est ce lien, c'était magnifique. Moi j'en ai fait quelque chose d'horrible dans mon roman, je suis désolée. C'est que effectivement je suis partie de ce microchimérisme fœto-maternel en mettant une nanotechnologie qui permettait à mes héroïnes, enfin la guilde des Syntonia, qui permet en fait aux mères de contrôler leurs filles et aux grands-mères de contrôler leurs petites filles, et ainsi ça fait en fait cette guilde des Syntonia qui est une guilde de mercenaires assassins, ce qui leur permet par une forme de contrôle mental en fait de diriger toutes leurs soldates. Mais c'était basé sur cet échange de cellules qui est en fait très beau, que j'ai complètement perverti avec la nanotech, et j'en suis désolée. Donc c'est une forme aussi un peu de télépathie quelque part, de contrôle des émotions, du stress, des muscles. Également c'est des marionnettes. Et oui, et moi, encore une fois, dans mes écrits, c'était un parallèle que je voulais faire entre un contrôle qui est vraiment d'un niveau moléculaire et physique, on va dire, mais qui est en fait que on se construit dans ce rapport à la mère, aux parents. Quand j'ai écrit Rossignol, c'était vraiment la question de l'altérité, et des personnes m'ont dit oui, tu parles de plein d'espèces non humaines, tu parles de plein de formes d'altérité, mais pourquoi tu mets une relation mère-enfant? Et je dis, mais en fait, c'est cet autre qui nous a construit. C'est quand même le premier autre qu'on rencontre à la naissance. En plus, ça nous fabrique, donc c'est quand même quelque chose. Et en fait, après, c'est quelque chose qui est tellement déterminant et qui nous construit notre identité, et dans un aller-retour aussi. Un aller-retour, sans partir dans les anecdotes extrêmement personnelles et intimes, mais quand même. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, et c'est vrai que dans Rossignol, il y a beaucoup de parties qui sont un peu autobiographiques, même si j'ai jamais vécu sur une station spatiale avec des aliens, mais quand même, c'était que quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais un peu paniquée, parce que c'était quoi ce autre que j'avais créé? Et on m'a dit, moi j'étais là, mais je suis mère pour la première fois, je ne sais pas quoi faire. Et on m'a dit, mais ton bébé, il est enfant pour la première fois aussi. Donc en fait, vous allez trouver une façon d'être mère et enfant ensemble pour la première fois. Et donc c'était en fait ce fait qu'on se détermine, c'est une boucle constante en fait, cette relation d'un autre, et c'est très très fondateur dans l'identité. Dans l'identité, alors c'est vrai qu'on vous a dit qu'on n'allait pas accabler les mères et dire ce qu'est être une bonne mère ou pas, mais c'est vrai qu'on le construit, on parlait de la mère qui protège, qui transmet, qui éduque, qui prend soin, et que c'est déterminant pour nous, mais l'absence de tout ça l'est tout autant.
Ne pas avoir le soin, ne pas avoir l'amour maternel, peut-être ne pas même connaître ses origines. Il y a des choses qui se construisent autrement quand on est sur des formes d'adoption. Enfin, le désir de maternité, etc., ça détermine aussi des choses. Donc dans son absence aussi, c'est très fort. Et puis l'enfant, ça peut être alien. Et, oui, en plus, dans Rossignol, l'enfant, il est alien. Enfin, je veux dire... Non, mais je parlais de Rossignol aussi, mais de l'alien. Alien, oui. Alien, dont on a eu très souvent entendu, après la sortie du film, des femmes surnommer leur bébé Alien, parce qu'il bougeait dans leur ventre et il allait sortir d'une façon qu'elles n'avaient pas totalement envie d'envisager tout de suite. Donc voilà. Alors, si on part de La Servante écarlate, on part par exemple. Alors, pour ceux qui ont le tort de ne pas lire de science-fiction ou de ne pas suivre, par exemple, la très belle série, en tout cas la première saison, qui a été faite à partir de Margaret Atwood, là, on est dans une société où la maternité est entièrement capturée par le pouvoir. Les femmes fertiles, les servantes, sont contraintes de porter des enfants pour d'autres, dans un système où leur corps est surveillé, ritualisé, contrôlé et religieusement contrôlé. La filiation est donc brouillée, compliquée, confisquée. Celle qui porte n'est pas celle qui élève n'est pas celle qui a désiré. Et l'enfant lui-même est pris dans une structure qui nie l'histoire réelle de sa naissance. Alors, dans un tel contexte où la grossesse donc, se déroule sous contrainte, dans un environnement de stress, de peur, de dépossession, qu'est-ce qui pourrait se transmettre malgré tout entre la mère et l'enfant ? Quelles limites, quel risque d'interprétation, de culpabilisation, évidemment, parce que chaque fois qu'il y a le mot mère, il y a le mot culpabilité pas loin qui se balade. Votre enthousiasme me bouleverse. Moi, je prends tous les coups. Eh bien. Plusieurs choses que je vais peut-être pas toutes attraper, mais moi, ça me fait beaucoup penser à la Roumanie de Ceausescu, qui était un lieu de fabrication obligé des enfants, et au côté catastrophique que ça avait, parce qu'il y avait des orphelinats avec un hospitalisme majeur, des enfants qui étaient dans des états de carence terribles. Donc on ne fabrique pas une mère comme ça. Ça me fait penser aussi aux situations où, quand la mère était trop malade psychiquement, puisque c'est ça là-dessus que j'étais interpellée, on essayait de transformer des pères en mères au moins provisoires. Et là non plus, ça ne marche pas si facilement. Et à l'inverse, quand les pères s'occupent des enfants de manière proche, il n'y a pas de mots et il n'y a pas de représentation pour ça. Le père qui donne des soins maternels n'a pas d'histoire et c'est important de la créer, vraiment. Et ensuite, là on parle de mère, mais il y a un proverbe africain, comme si on parlait de proverbe européen. Bref, c'est un proverbe, je vous le livre, qui dit « Il faut un village pour élever un enfant ». Et actuellement, on n'est peut-être pas dans la situation de la Servante écarlate, mais quand même, à J3, se retrouver toute seule à la maison avec un enfant qui est un alien, sans aucune expérience, et vraiment dans une grande solitude, c'est une expérience un peu folle. Il y a plein de cultures où pendant 40 jours, la mère est entourée, coucounée, on lui apporte à manger, elle allaite, mais elle n'a pas à reprendre comme les mères d'aujourd'hui, la tenue de la maison, le réseau et pourquoi pas le travail à 8 jours. Bon. Donc notre projet de maternité, il est un peu fou aussi. Il ne marche pas si bien que ça. Une personne sur 5 parmi nous, nous et vous, avait une mère déprimée à la naissance. Ça, c'est de la filiation brouillée, parce qu'on n'en parlait pas et on ne le sait pas. On est 1 sur 5 à être né avec une mère qui avait un petit nuage sur la tête tout le temps, et on ne le sait pas. Et peut-être on a trouvé que la vie, c'était pas si bien que ça, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas que c'est allé mieux après, par exemple. Donc effectivement, tout ce qui déconstruit une maternité idéale, obligatoire, où forcément on est super heureux d'avoir un enfant et où forcément ça se passe bien, elle aide aussi à ce que les liens soient authentiques. Et probablement, ce qu'on se transmet de mieux entre humains, c'est l'authenticité.
C'est ça qui construit. Un exemple, c'est que quand les gens vivent dans un pays étranger, c'est contre-intuitif, il faut le savoir, mais il faut leur dire de parler leur langue aux enfants, pas la langue du pays, parce que c'est dans leur langue qu'ils sont authentiques. Voilà. J'ai juste dans une autre vie qu'autrice de SF, j'avais travaillé sur les questions de parentalité en contexte de diversité culturelle, et j'avais donc effectivement accompagné des personnes migrantes qui avaient eu des enfants dans un pays d'origine, alors plutôt c'est des pays plutôt africains, et après qui en avaient en France, et qui juste comprenaient pas, hallucinaient quand on leur disait à la maternité, bon ben voici, vous avez un bébé, félicitations, au revoir à J2 ou J3, et elles disaient, non mais attendez, qui va venir chez moi m'apporter à manger, enfin comment ça va se passer maintenant? On fait, ah ben non, vous avez votre bébé, c'est fait, au revoir. Et elles comprenaient pas la chose, et bizarrement, je trouve que c'est des choses qu'on avait en Europe, en France, et qui se sont perdues, même le concept de relevailles, qui sont à J40, justement. Voilà, donc c'est des choses qu'on avait qui sont perdues parce que la vie moderne, la famille nucléaire, ça s'est mis assez récemment en place. Les habitations, maintenant, sont pas faites pour qu'on ait, pendant 40 jours, une tante, une cousine, nos parents qui viennent aider. Enfin, on s'est retrouvés dans des espaces clos. On n'est pas dans la même ville aussi parfois que notre famille. Donc c'est des choses qui se sont perdues aussi pour nous assez récemment, et qu'on a un peu l'impression de redécouvrir maintenant, en disant « Ah, vraiment, il y a beaucoup de problèmes après la naissance, les femmes sont esseulées, il y a des dépressions, mais... » C'est exactement ça. Et pour revenir à ce que vous dites, c'est-à-dire que là, c'est parce que oui, on court dans tous les sens, hein, il faut le dire. Les mères travaillent. On a souvent, on a aussi une vie professionnelle, donc c'est de plus en plus compliqué. Donc moi qui viens de Tunisie, par contre, les 40 jours, on les fait encore. Ça veut dire, bon, pas moi, je l'ai pas fait, mais je pouvais pas. Mais ça veut dire que quand on a un bébé, on reste vraiment, la mère reste avec sa famille 40 jours. Et alors, pour le coup, les 40 jours, le bébé ne sort même pas de la maison. Parce que bon, je pense que c'est pas super non plus. Donc pour revenir à ça, et par rapport aussi au fait de parler avec sa propre langue, avec sa propre culture aussi, pour moi c'est très important. Et c'est un peu la politique qui existe au Canada. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il faut continuer à parler la langue, votre langue maternelle, parce que c'est la langue qui parle le plus. Et un enfant a besoin d'entendre la langue, de sa maman et la vérité, entre guillemets. Sinon, juste par rapport au stress, si vous voulez. Donc, par rapport au stress, c'est biologiquement, du coup. Alors, en fait, oui, le stress, ça agit sur le fœtus, ça agit sur le corps de la mère, ça agit aussi sur le fœtus. Et malheureusement, c'est ce qui aussi engendre beaucoup d'enfants, de bébés prématurés. Donc, c'est vraiment une des causes les plus importantes de la prématurité. Et ça augmente le cortisol au niveau chez la maman, ce qui fait que ça peut agir dans ce qu'on appelle l'épigénétique. Parce que il faut savoir que donc rapidement l'épigénétique c'est ce qui est au-dessus de la génétique, mais c'est pas vraiment ça, c'est ce qui modèle la génétique. Donc on récupère la génétique de nos parents, donc on a tous le même ADN dans nos cellules, sauf que il n'est pas exprimé de la même façon d'une cellule à l'autre. Donc c'est le principe de l'embryogénèse, mais ici dans ce cas ça veut dire qu'on a des protéines, des petites molécules qui vont agir sur cet ADN pour dire j'active, non j'active pas, donc voilà, positif ou enfin on-off. Et puis dans le cas du stress, malheureusement, il a été prouvé qu'il y a un problème au niveau de ces molécules donc, qui entourent l'ADN et ça augmente après chez l'enfant des problèmes des problèmes de comportement, des maladies aussi, plusieurs maladies comme le spectre de l'autisme. Et puis voilà, donc c'était juste pour parler de la Servante écarlate qui a été énormément stressée. Ah plutôt oui. Justement, sur l'épigénétique, j'avais été sur une table ronde aux Utopiales avec, sur un thème où la scientifique parlait de l'épigénétique et elle avait dit bon, faut se rassurer, ça marche aussi dans l'autre sens. Être dans un environnement bienveillant, qui prend soin, qui rassure, chaleureux, répare aussi l'ADN dans l'autre sens en faisant baisser les niveaux de oui, tout à fait, c'est réversible. Donc, voilà, c'est réversible. Donc ça, c'est une touche peut-être optimiste aussi.
C'est réellement réversible. Il y a une plasticité derrière. Et il y avait quelque chose de très intéressant que vous avez dit sur le bilinguisme négatif, à savoir ce moment où les enfants ont appris une autre langue que leur langue maternelle, et on dit bien langue maternelle. Et le bilinguisme négatif, ça donne qu'en fait, ils ne vont jamais parler bien la langue d'accueil, ni bien la leur. Et finalement, j'ai vu en tant que prof un cas extrême où une enfant n'avait pas de langue du tout. Une jeune asiatique à qui on ne parlait plus la langue de sa maison à la maison. Et on ne s'était pas... le français ne l'avait pas acquis non plus. Et c'était une jeune fille qui était en 6e. Tout cela parce qu'on avait dit aux parents, il ne faut pas parler votre langue, sinon elle n'apprendra jamais le français. C'est là que l'État se met à contrôler la maternité, à la normer. Et on va justement aller dans une autre façon de normer les relations. C'est par exemple dans Bienvenue à Gattaca, comme dans Le meilleur des mondes, justement la génétique devient un outil central d'organisation sociale. Les enfants ne sont plus seulement accueillis, ils sont sélectionnés, programmés, optimisés, au point que leur avenir semble justement écrit presque dans leur ADN avant même leur naissance. Dans ces imaginaires, qu'est-ce que cela fait au lien parent-enfant quand l'enfant n'est plus un imprévisible ? Déjà, qu'est-ce que ça pourrait faire ? Il est pas, que ce soit dans Bienvenue à Gattaca ou dans d'autres œuvres de science-fiction où on est effectivement sur ce génie génétique pour fabriquer des enfants un peu dans une forme d'eugénisme. Il y a le côté, c'est pas d'avoir des enfants qui sont pas dont la forme n'est plus imprévisible, mais c'est dans une perfection en fait. C'est vraiment pour avoir des enfants parfaits, qui soient pas malades, etc. Dans Bienvenue à Gattaca, c'est terrible, c'est-à-dire que quand il naît et qu'on dit aux parents les risques qu'il a d'avoir telle ou telle maladie, les parents qui avaient prévu de lui donner le prénom qu'ils avaient choisi pour leur premier enfant changent de prénom en disant non, il n'est pas parfait, donc il n'aura pas le prénom de l'enfant parfait qu'ils avaient projeté. Le prénom qu'ils donneront au second, le second garçon étant pour le coup fabriqué avec du génie génétique et étant parfait. Donc il y a aussi, ça remet au culte de le côté parfait qu'on peut avoir, de plus tolérer du tout des différences, des handicaps, mais dans le sens où, s'éloigner de la norme, en fait, on va dire, du corps humain. Ça remet aussi, en général, ça se remet dans une lignée historique très lointaine, affectée aux mères qui étaient, en fait, vues comme coupables quand l'enfant qu'elles avaient fait était chétif ou porteur de handicap. C'était toujours la faute de la mère qui portait ça. C'était une culpabilité qui était donnée. Le pire, quand elle faisait pas de garçons, quand on faisait que des filles et qu'on faisait pas de l'héritier mâle, c'est dans l'histoire, les femmes étaient répudiées, étaient rejetées, c'était pas glam. Donc il s'est lié à ça, c'est d'être sur cette question de perfection, et sinon ça retombe toujours sur la mère. Je voudrais bien que quelqu'un dans la salle note le nombre de fois où on dit le mot coupable ou culpabilité, tout le champ lexical de la culpabilité maternelle. Mais c'est physique, mais c'est aussi sur... toute la psychanalyse disait que c'était la faute des mères, en fait, en général. Freud, il était... top pour ça en fait, donc finalement que ce soit et le corps de l'enfant et la psyché de l'enfant, ça retombe sur la mère. Il y a plein de cas de stérilité qui sont mal traités ou tardivement traités parce qu'on n'explore pas le père suffisamment tôt, par exemple. Moi, il me semble, comme ça, dans la pratique, dans ce qui se dit entre collègues, que voilà, pour apporter une espèce de témoignage clinique, que le fait de choisir le nombre d'enfants et le moment où ils arrivent a entraîné chez les parents une énorme idéalisation. Donc effectivement, une production de culpabilité à la hauteur de ça. Et puis c'est un souvenir clinique que je vais essayer d'anonymiser au mieux, mais c'était une dame assez âgée qui avait eu un enfant d'un double don, et qui était suffisamment âgée pour qu'avoir un deuxième enfant mette vraiment sa santé en péril.
Et c'était assez touchant. Elle voulait avoir un deuxième enfant pour que son premier enfant ait une famille, parce qu'elle ne se sentait pas suffisamment sa mère, parce qu'elle avait bénéficié d'un double don de gamètes. Donc voilà, le lien, il passe comme ça par toutes sortes c'est pas parce qu'on choisit tout que c'est mieux. Voilà. Et puis les enfants, ils naissent parfaits, mais les mères font ce qu'elles peuvent, les maltraiteurs courent toujours. L'énorme idéalisation des mères, moi je pense aussi qu'elle sert à camoufler les 10% de personnes incestées au sein de leur famille. Dans les incesteurs, alors les 10% de personnes agressées sexuellement en tant que mineures, qui sont pour 80% agressées au sein de leur famille, et dans ces 80%, 30% c'est le père. Donc qu'est-ce qu'on fait aux hommes pour qu'ils fassent ça ? Et les enfants sont aussi maltraités, alors maltraités par les mères et par les pères, ils sont violentés physiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait aux gens pour qu'ils n'y arrivent pas, pour que taper soit la seule solution la dernière solution qui arrive, et donc comment on les aide, et je pense que c'est pas un problème intrapsychique, c'est un problème qui nous concerne tous et qui changerait complètement la face de l'humanité et qui changerait complètement la vie des enfants et qui aurait vachement plus d'effet qu'un tri génomique, pour le coup. Puis qui est peut-être beaucoup plus accessible. Oui, juste par rapport à cette histoire de tri génomique, justement, et de sélection génétique. Et en fait, le fait que l'enfant devient un projet, en fait, ce n'est plus quelque chose de naturel, enfin, bien sûr. Et puis, du coup, ça remet en question ensuite plusieurs choses, parce que justement, le parent, s'il n'est pas satisfait par le résultat, entre guillemets, donc là, ça peut créer l'enfant ne va pas être aimé pour ce qu'il est, il peut y avoir du rejet par rapport à ça. Et puis oui, pour revenir au fait qu'il sélectionne que les gènes, donc qui vont pas induire de maladies ou bien qui vont je sais pas, avoir certains phénotypes génétiques, c'est très mauvais pour la biodiversité, c'est une catastrophe génétique de toute façon, parce que chaque gène, même s'il est mauvais, va jouer un rôle bénéfique, donc même s'il est mauvais entre guillemets toujours, c'est-à-dire s'il induit des mutations, c'est certainement des mutations bien bénéfiques, et puis il faut laisser la nature faire les choses. Donc ça fait un peu peur, quoi, ce genre. Dans l'enfant projet, il y a également, quand on est sur on frôle l'eugénisme, c'est que effectivement aux États-Unis, quand il y a des projets vraiment de cliniques de fertilité où on va pouvoir faire avec des FIV choisir, il y a un choix souvent d'avoir des filles. D'avoir des filles aux yeux bleus. Bon, hein. Mais sous le côté d'avoir des filles, parce qu'il y a cette représentation que la fille, elle va être douce, qu'elle va écouter, qu'elle va être peut-être un peu plus calme, intellectuelle dans la lecture, etc. Et qu'elle s'occupera de ses parents plus tard, que voilà, qu'elle partira pas, qu'elle s'occupera de ses parents, etc. Qu'elle va ramener, enfin, qu'il y aura un lien aussi avec les petits enfants, enfin les enfants qu'aura aussi la fille, parce qu'elle soignera ce lien aussi, etc., etc. Et là, on se dit, on projette, donc il y a le côté vachement projet, et on projette un stéréotype, enfin des stéréotypes énormes. À côté, dans des pays comme la Chine ou l'Inde, il manque 100 000 ou 200 000 filles, parce que là, pour le coup, elles sont tuées à la naissance ou avortées. Donc voilà, mais on est complètement sur de l'enfant projet, sur lequel on va plaquer tout un imaginaire... Ça va faire beaucoup de mariages mixtes à arranger là, pour rééquilibrer la démographie des pays. Et surtout que, en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire, pardon. J'ai oublié. J'allais dire quelque chose par rapport à ce que vous dites et j'ai oublié. C'est les yeux bleus. Le projet. Non, c'était le projet d'avoir des filles, justement, parce que c'est dans la pensée de tout le monde, c'est que c'est les filles qui vont s'occuper des parents plus tard. Enfin, il y a cette tendance à vouloir, justement, que ce soit des filles. Aux yeux bleus, Mais c'est une inversion récente. Pendant très longtemps, il fallait avoir des garçons. Donc, en tout cas, les modes en matière d'enfants, ça n'a pas l'air d'être un truc extrêmement porteur, finalement. Est-ce que je peux poser une petite question en lien avec tout ça ?
Ça vous dérange pas. Est-ce que vous pensez que la notion d'enfant projet, ça vient du fait que la mortalité infantile a chuté? Parce que moi, ma grand-mère a eu 6 enfants et il en est resté 4. Les prénoms sont restés de génération en génération parce qu'il n'allait pas en chercher d'autres prénoms. Et du coup, quelle est la conséquence de la survie des enfants, ce qui est très bien, hein, je ne dis pas qu'il faut les tuer, sur la relation mère-enfant? Et est-ce que ça fragilise, ça renforce et ça développe la notion de projet? Alors, l'enfant, enfin, c'est pas tant récent qu'il soit qu'on ait des enfants projets, parce que j'en parlais hier avec quelqu'un, mais je sais pas s'il est dans la salle. Pendant longtemps, l'enfant était dans des stratégies familiales professionnelles et économiques. On faisait assez vite l'enfant qui allait hériter du domaine, hériter de l'atelier, hériter de la ferme. Il en fallait 1 ou 2 en backup. Les enfants étaient une force de travail. Enfin, je veux dire, il y a 100 ans, 9 Français sur 10 c'était lié à la production de nourriture pour le pays. Un enfant, ça garde les bêtes, ça travaille au champ. Enfin, c'est quand même, c'était dans une logique assez professionnelle et une logique maritale également. Donc techniquement, on faisait aussi des enfants, on en faisait quelques-uns qui allaient pouvoir épouser une telle ou un tel, et on allait agrandir des domaines, pouvoir agrandir des ateliers, des lignes de production, etc. Et ceux qui étaient un peu en trop, on les envoyait soit à l'armée, soit au couvent. Enfin, il y avait toujours une petite technique. Mais l'enfant projet, c'était un projet de familial, d'héritage, de transmission, vraiment économique et professionnel. Comme on a pu ça, enfin, comme ça c'est un peu cessé. On fait des enfants maintenant sans la certitude du métier qu'ils vont faire, et c'est très déstabilisant, je peux vous dire. Au final, on leur met dessus un autre projet qui va être plus de la charge émotionnelle, en fait, de prendre soin de ses parents vieillissants, de bien-être et de faire famille dans des moments plus cool. Mais je pense qu'il y avait toujours un projet. C'est juste on a changé de focus. Et effectivement, le caractère affectif de la relation parent-enfant, il est syncrétique. Enfin, les humains s'attachent. C'est une fonction des humains. Ça dépend pas des gens. On s'attache aux gens avec qui on est. C'est comme ça. Après, on peut penser qu'on les aime ou qu'on les déteste, mais on a un lien avec eux et on crée ça. Je sais pas, vous avez tous passé une semaine avec des gens dans un séjour de vacances, et au début, c'est parfaits étrangers. À la fin, vous avez un lien avec chacun. Vous réagissez à eux, et voilà. Donc, on crée des liens avec ses enfants. Mais quand il y en a les 3/4 qui meurent en bas âge, effectivement, on se retient dans ce lien. La création du lien n'était pas du tout la même. Et quand l'unité de production n'est plus la famille, ça modifie le lien. Donc, effectivement, il y a une espèce de montée en puissance de la psychologie de l'enfant, de l'idée que l'enfant a un psychisme, qu'il faut le développer, qu'on crée un lien avec lui. Elle est tout à fait parallèle avec la diminution de la natalité et la survie des enfants. Et la diminution de la natalité, elle vient avec la survie des enfants. Et finalement, on doit être une espèce assez empathique, parce que c'est un boulot de chien d'élever des enfants. On s'engage à un truc incroyable quand on fait des enfants, et on continue à en faire. Donc on n'est pas que capitaliste, finalement. Moi, je dis qu'on a une amnésie heureuse au bout de quelques années, ce qui fait qu'on en fait 2, en fait, ou 3, on oublie. Et pour répondre un peu au projet de ce matin, on n'est pas infiltré complètement, finalement. Oui, en fait, mais beaucoup moins, parce que pourquoi aussi c'est un projet? Parce qu'on y pense beaucoup plus. C'est pas comme avant, je vais pas dire on va avoir des enfants naturellement, beaucoup plus facilement. Là, un enfant, on y pense, on y réfléchit pendant des années, on attend la stabilité. Donc voilà, souvent, c'est pour ça que maintenant dans nos sociétés, on a un seul enfant, voire 2. 2 déjà, c'est un peu trop. Enfin, même en Tunisie, c'est comme ça, je vous rassure. Même en Tunisie, maintenant, les gens, ils ont beaucoup de mal à avoir des enfants parce que c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile, et plusieurs choses, bien sûr, économiques entrent en jeu ici, mais ça reste on n'a pas la même vision qu'avant, je pense. Mais ce qui disparaît dans ces cas-là, c'est la fratrie. Et c'est quelque chose de très puissant, une fratrie. Et effectivement, il y a de plus en plus d'enfants uniques. Donc sans doute l'espèce de psychisme comme ça global d'une société est assez différent si on a plein d'enfants uniques ou si on a plein de fratries. Ce qui change le lien mère-enfant aussi quand on est mère-enfant au singulier ou mère-enfant au pluriel. Enfin, si on a un enfant unique et on sait que ce sera le seul ou la seule, parce que ça
ça a été un choix, c'était le projet. Il y a moyen qu'on projette beaucoup plus et qu'il y ait plus d'enjeux aussi dans cet enfant-là. Je dis pas que quand il y en a plusieurs, on se dit ouais, c'est pas grave si celui-ci il tourne comme ça, j'en ai toujours 2-3 en backup. Mais effectivement, on sait qu'on va avoir des liens différents avec chacun des enfants, que eux dans la fratrie ils vont vivre des choses qui nous échappent, pour le coup qu'on ne pourra pas maîtriser, qui vont aussi se construire les uns par rapport aux autres. Donc ça change aussi le lien de ces formes de famille qui évoluent en fait. Alors pendant la préparation de cette table ronde, Anne-Marie avait évoqué une corrélation new-yorkaise intéressante. Tu te souviens pas sur la criminalité? Alors, c'est une étude qui a été contestée, puis réhabilitée, mais je n'ai pas vocation à donner sa valeur scientifique, mais c'est un groupe qui s'appelle Freakonomics, qui publie régulièrement des études économiques, et donc ça partait de la manière dont un des maires de New York, me demandait pas son nom, s'est vanté par ses méthodes novatrices et musclées de réduire la criminalité. Effectivement, elle a diminué à ce moment-là. Je sais pas situer, je crois que c'est dans les années 90, mais je vous garantis rien. Et en fait, ce groupe d'économistes s'est penché sur la question et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de villes dans lesquelles la criminalité avait diminué aux États-Unis à la même période. Ils ont essayé de corréler ça avec tout un tas de données. Et la donnée qui leur a paru la plus parlante comme corrélat, c'est l'autorisation de l'avortement. Et ça fait penser à ce que, oui, à ces naissances forcées, les enfants qui naissent sans être investis ou dans un très grand inconfort ou dans un très grand forçage des mères, peut-être ils grandissent dans des moins bonnes conditions et peut-être comme ça on crée tout un tas de familles qui vont fonctionner assez douloureusement ou difficilement ou mal. Enfin, en tout cas, c'était facile à étudier aux États-Unis parce que l'autorisation de l'avortement varie d'un État à l'autre, donc on pouvait voir les effets. Alors après, est-ce que c'est complètement vrai ou pas? Je ne sais pas, mais ça fait réfléchir sur effectivement l'intérêt qu'on a à épanouir quelque chose dans la relation parent-enfant pour toute la société. On ne porte pas des enfants que pour ça. Oui, ce serait que les politiques publiques s'emparent du sujet et créent les conditions nécessaires à une maternité plus apaisée. Qu'est-ce que tu imaginerais, toi, en science-fiction, comme potentielle maternité bienveillante, apaisée, grâce à l'intervention de je ne sais pas moi, une méduse géante de l'espace rose? C'est bizarre parce que c'est vachement plus facile d'imaginer les scénarios un peu catastrophiques à la Servante écarlate, pour le coup, avec tout ce qui est la façon, enfin tout ce que la SF fait au corps des femmes, hein, de tout de suite se les réapproprier, voir tout l'enjeu qu'il y a également par rapport aux naissances, à la fertilité, etc. Moi, je pars tout de suite plutôt dans ces trucs très dark. Également tout ce qui est de l'exogénèse, en fait, si on arrivait vraiment à sortir, en fait, c'est la question vraiment de la reproduction humaine, ça arrête de juste dépendre d'une catégorie de personnes. Mais ça peut être en positif ou en négatif. Est-ce que ça libérerait finalement les femmes de cette pression qu'il y a de faire des enfants à tel moment, etc. Ou alors, si techniquement en exogénèse, donc c'est avoir des utérus artificiels en fait pour faire grandir des enfants dans des poches. Voilà, c'est très Matrix, c'est très Gurvan de PJ Hero où on fait des armées entières dans des cuves en fait parce que c'est plus facile d'envoyer à la guerre des humains qu'on a créés qui n'ont pas de parents. Techniquement, ils vont beaucoup mourir en plus dans Gurvan, donc les pertes sont énormes. Donc ils n'ont pas de parents, donc ça afflige moins la société civile quand on envoie des soldats qui n'ont pas de parents. Donc il y a toutes les meilleurs des mondes aussi où on voit comment on peut même déjà commencer à influencer les enfants dans ses poches, en fait, dans ses utérus artificiels. Mais au final, est-ce que dans ce cas-là, vu comment certains hommes
nous adore. S'il pouvait se passer des femmes par rapport à la fonction reproductrice, est-ce qu'il ne pourrait pas se passer des femmes tout court? Enfin, je veux dire, ça changerait aussi quelque chose plus global. C'est le projet du Bennett-Lelax. Tu voulais dire exactement quelque chose? Oui, alors moi, je manque cruellement d'imagination, mais j'ai une grande affection pour Becky Chambers. Et il y a l'espèce un peu supérieure de son cycle, dont j'ai oublié le nom, mais les voyageurs. Voilà, les voyageurs, merci. Les aéluons ont un mode de reproduction absolument incroyable, c'est-à-dire que les femmes, oui, enfin il y a 3 genres, mais il y a un genre qui est plutôt féminin quand même, qui porte 1 ou 2 fois dans toute sa vie un œuf, enfin qui rentre dans une espèce dans ce qu'ils appellent la scintillance, qui peut porter un enfant, et à ce moment-là, elle se rend dans une crèche où il y a des mâles et des genres neutres, et des mâles qui vont la féconder, donc elle couche avec les hommes, elle choisit la crèche, elle choisit des pères putatifs, et donc pendant quelques semaines, elle est fécondée, elle est chouchoutée, et ensuite, c'est les hommes qui recueillent l'œuf, et elle vient voir les enfants de temps en temps si elle a envie. Et je dis pas que ce serait merveilleux, mais en tout cas, les enfants sont élevés comme ça par une espèce de petits groupes d'égaux qui ont un goût pour ça. Et effectivement, ce qu'on peut rêver de mieux pour les enfants, je pense, c'est d'être élevés par plusieurs personnes qui s'entendent à peu près bien, et pas seulement par une mère. Enfin, voilà. Le village, quoi, en fait. Le village. On revient au village. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, cette hypothèse, cette théorie que des enfants soient élevés par plusieurs personnes différentes avec des skills différentes, en fait, ça permettrait aux enfants de choisir ce qu'ils veulent. Enfin, ça laisserait le libre arbitre plutôt à l'enfant que justement aux parents. Donc, ça remet en question le fait que l'enfant doit réfléchir par lui-même, se développer aussi par lui-même, parce que quand on parle de ce lien mère-enfant, c'est aussi voilà, il y a un petit côté appartenance, et donc là, ça libérerait peut-être l'enfant de cette appartenance, et ça lui permettrait de voir différents profils et de faire lui le choix. Mais bon, ça remet en question d'autres choses. Oui, juste. Non, vas-y. Oui, non, c'est bon. Juste parce qu'effectivement, les psychanalystes ont dit beaucoup de choses, et notamment, ils ont parlé d'un état autistique primaire qui était une énorme sottise. Le bébé est vraiment équipé pour communiquer dès la naissance et pour communiquer avec plusieurs personnes. Alors effectivement, il a besoin de piliers d'attachement, c'est-à-dire des gens qui soient stables, mais pas forcément une seule personne, et il est capable de communiquer avec plusieurs personnes dès la naissance, et c'est important de se rappeler ça. Et pas forcément une femme. Les enfants de couples homosexuels, hommes ou femmes, vont très bien. Non, parce que dès les premiers jours de la vie d'un enfant, le cerveau en fait de la personne qui va s'occuper de l'enfant va se remodeler. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc en fait, elle se remodèle justement suivant ces interactions et ces communications qu'il va y avoir. Donc en fait, il va y avoir des nouvelles connexions qui vont se créer. Donc si c'est la femme qui va beaucoup rester avec son enfant et puis avoir beaucoup d'interactions avec lui, ça va se passer donc au niveau du cerveau de la mère. Bien sûr, ça se passe dans notre cas, ça se passe pour les deux, parce que bien sûr, souvent c'est la mère et le père qui s'occupent énormément des enfants. Maintenant, on est quand même dans des sociétés où ça se passe comme ça, mais c'est ce qui a été démontré, c'est que quand on suit justement le cerveau de l'enfant et de la personne donc qui va prendre soin de cet enfant, il y a de nouvelles connexions qui vont se créer, donc qui sont des connexions qui vont être en lien avec justement l'empathie, le fait de vouloir s'occuper de l'enfant, et c'est la même chose chez le père. Si le père reste longtemps avec l'enfant, ça se passe aussi chez le père. Donc.
Pour revenir sur Becky Chambers, alors je ne sais pas si on parle de la même espèce, mais il y a une espèce dans l'espace d'un an où effectivement ce sont les grands-parents qui élèvent les enfants. En fait, les adultes font des enfants et puis partent, vivent leur vie en laissant leurs enfants à leurs propres parents. Et il y a un personnage humain qui est outré en disant mais tu as abandonné tes enfants et ils sont élevés par tes grands-parents qui aussi sont en communauté, donc il y en a plusieurs, etc. Et en fait, il dit mais non, mais c'est normal. Toi, tu es dans la fleur de l'âge. Tu étais au top de tes capacités physiques, intellectuelles et tout. Tu vas pas gâcher ta vie en restant sur ta planète d'origine à élever tes enfants. Donc, je dis pas que c'est le projet que j'aimerais voir mis en place par les humains, mais bon, ça amène des petites questions que la SF permet de faire quand on met d'autres formes de maternité à une espèce non humaine. Le regard après qu'on porte. Voilà. Et il y a aussi une nouvelle qui s'appelle Ruade. Je ne suis pas sûre de l'autrice. Donc je ne le citerai pas, où les enfants sont... Alors c'est une question de polygamie, ça se passe sur une autre planète où des humains sont allés s'installer et les femmes n'arrivaient pas à porter d'enfants sur cette planète. Certaines femmes ont muté et elles sont capables de porter les enfants quand la grossesse est particulièrement difficile. C'est pas pour dire que j'aimerais aussi avoir ce projet, mais ça pourrait être pratique aussi quand la grossesse est trop difficile, on la passe à quelqu'un mieux équipé. Mais cela dit, on est une espèce assez inventive parce que dans des familles chinoises dont j'ai eu à m'occuper, c'était vraiment parfaitement normal de confier son enfant jusqu'à 3 ans à la famille du père, aux parents du père. Oui, c'est vrai que cette table ronde est très européano-centrée parce que pour le coup, pour avoir travaillé également dans des pays d'Asie du Sud-Est, les personnes partent, adultes font des enfants, les laissent à leurs propres parents et partent travailler 10-15 ans à Kuala Lumpur, à Singapour, à Dubaï et reviennent 20 ans plus tard. Et c'est pareil sur les communautés chinoises aussi qui sont venues à Paris avec les enfants qui restent au pays avec les grands-parents. Bon. Et là, tout le monde habitait en France, il n'y avait pas une question d'absence de moyens. Donc, gardez ça. Nous aussi, on faisait beaucoup ça. Ça veut dire que quand on avait un travail, j'ai une amie qui a fait sa thèse, justement son doctorat ici à Paris. Elle a préféré laisser ses enfants chez ses parents en Tunisie et venir, parce que bon, les conditions et tout. Donc et puis, c'est-à-dire quand on a des enfants, on préfère que les 3 premières années, ils restent avec la famille, les grands-parents. Voilà, pour maintenir un lien. Donc... Il reste 3 minutes. Y a-t-il des questions dans le public ? Oui, bonjour. Il y a une question que je me pose depuis 2 ou 3 ans. L'évolution, quand on prend l'évolution globale de ce dernier siècle, au moins, on a de moins en moins d'inégalités entre femmes et hommes. Et depuis 20 ou 30 ans, surtout parmi les jeunes, il y a une différence de plus en plus forte entre jeunes hommes et jeunes femmes. Pour faire très simple, les jeunes hommes sont de plus en plus à droite et les jeunes femmes de plus en plus à gauche. C'est vraiment extrêmement clair. Par exemple, dans mon pays, la Belgique, il y a 5 fois plus de jeunes femmes qui votent pour Groen, les écologistes, que d'hommes. Et donc, comme les enfants sont éduqués pour plus de 50% par leur mère au départ, et que par hypothèse, en tout cas dans un pays comme la France, c'est plutôt avec de plus en plus d'égalité, qu'est-ce qui crée cette différence de plus en plus forte entre femmes et hommes jeunes au niveau, en tout cas, de toute l'Union européenne? Mais s'il vous plaît, ne dites pas ça n'est pas vrai, etc. Je veux dire, il n'y a aucune discussion là-dessus. Hein. Sur le fond, bon, mais sur l'égalité homme-femme, il y a beaucoup à dire. Googlez avec par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Si seulement les femmes votaient en ex-Allemagne de l'Est, sur les territoires, ce serait la gauche qui serait au pouvoir. Si c'était seulement les hommes, ce serait l'extrême droite. Voilà, c'est pour un exemple parmi plein d'autres. Oui, ça on a bien conscience.
Après, il y a un petit décalage dans le temps, moi j'imagine, parce qu'effectivement les femmes ne sont pas du tout encore égales. Les femmes en France ne sont pas très contentes de leur rôle. Il y a un peu 3 types de pays. Il y a les pays où les femmes sont dans un rôle traditionnel. Bon, elles ont un truc et puis voilà, elles sont plutôt contentes. Il y a des pays où il y a une vraie égalité et elles sont assez contentes aussi. Et les pays comme la France, où les femmes à la fois travaillent, sont rentrées dans le monde du travail, conquièrent une égalité et en même temps encore une énorme charge domestique, elles sont pas contentes. Elles sont pas bien. Et donc peut-être c'est voilà, il y a cette source de friction et de conflit et que peut-être c'est des choses qui peuvent aussi évoluer, que les hommes rattrapent ce retard, s'habituent à cette nouvelle situation. Ça se fait peut-être pas aussi facilement. Et puis je crois qu'il y a une droitisation, qu'il y a une peur et une lutte contre la crainte qu'injecte le changement climatique. Je pense que l'humanité a très peur et réagit en se défendant comme elle peut, y compris par le déni. Moi, je pense que c'est lié au rôle en fait genrés qui sont véhiculés par ces différents familles politiques et que un garçon aurait peut-être pas intérêt, parce que ça ferait baisser une certaine forme de privilège qu'il aurait d'adhérer à des partis politiques qui seraient sur la remise en cause de ces privilèges. Donc dans une logique individualiste, on n'a pas spécialement besoin envie de voir remis en cause une place relativement confortable quand même dans la société. Et dans l'autre sens, les jeunes filles veulent changer en fait les rôles qui leur sont assignés et vont aller vers des partis politiques qui sont plus dans cette remise en question de ces rôles traditionnels familiaux. Enfin, je veux dire, il y a une logique aussi juste individuelle. Qu'est-ce que ça va changer moi dans ma vie par rapport à ce qui va être attendu de moi et aux opportunités qui me seront offertes en fonction de qui fait les lois. Et puis, il y a des secteurs où les hommes prennent cher. Par exemple, les analphabètes, les gens qui échouent complètement dans l'enseignement, c'est très majoritairement des hommes, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, ils ne sont pas contents, ceux-là. Une autre question ? Eh bien, cette table ronde va donc se terminer avec 1 minute 32 de retard. Mais François ne m'en voudra pas. Bravo. Merci à vous.